Auguste Nkovi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore. C'est un plaisir. D'accord. Alors, pendant que Robert Dussé et le gouvernement togolais tentaient de séduire les chancelleries mondiales lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le M66 était dans le couloir et dans les rues de New York pour dénoncer une politique togolaise aux antipodes de la démocratie. Vous savez que ce mouvement est né depuis la crise du 6 juin. Alors, est-ce que vous pensez que sur le champ diplomatique, les activistes ont une chance de gagner? Je pense surtout que personne ne s'était attendu à ce que des personnes que l'on a qualifiées pendant plusieurs mois de blogueurs, de jeunes perdus, à qui, comment dirais-je, on ne donnait pas, on souhaitait ne pas donner grande importance. Je pense que justement ça a surpris tout le monde que des jeunes puissent s'élever au niveau, à un niveau tel qu'ils se retrouvent à l'ONU en costard-cravate en train de faire du lobbying pour affronter un gouvernement. Je pense qu'il y a 3 mois, personne n'aurait imaginé ça. Ça montre tout simplement qu'il y a une adaptabilité. Parce que ils ont commencé par un certain nombre de dénonciations. On a, à cause d'eux, supprimé l'Internet, en tout cas restreint l'Internet. Ils ont contourné le phénomène. À chaque fois alors, si vous voulez, à chaque fois qu'on a souhaité leur mettre des bâtons dans les roues, ils ont trouvé une adaptabilité. Et je pense que là où tout le monde observe, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne s'attendait à aller voir en costard-cravate dans les locaux de l'ONU, en train de faire du lobbying, en train de rencontrer un certain nombre de responsables et de défendre leur mémorandum. Donc je pense que pour les autorités, ça doit être un choc. Parce qu'ils ont été reçus. Alors que même qu'on leur a collé un mandat d'arrêt international. Donc on se serait attendu qu'ils se retrouvent embastillonnés, ou bien qu'ils se retrouvent refusés de territoire, ou du moins que les autorités américaines interviennent. Mais à la grande surprise de tout le monde, ils ont été reçus. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans les mêmes couloirs qu'un ministre d'État. Ils sont dans les mêmes couloirs que celui qui porte la diplomatie togolaise à l'extérieur. Et la diplomatie togolaise est très importante quand on voit les trajectoires gouvernementales. Donc oui, c'est assez étonnant. Alors, est-ce que ça peut mousser? Est-ce qu'on va les prendre au sérieux? Je rappelle qu'ils n'ont pas eu l'accès à la salle de l'ONU, mais c'est dans les rues pour rencontrer les chancelleries, les diplomates ici et là. On ne sait pas encore à quel niveau d'implication ils étaient avec ces personnalités. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait les prendre au sérieux sur le plan international? Moi, je trouve qu'on les prend déjà au sérieux. S'ils se retrouvent à l'ONU et que les personnes... alors, je rappelle qu'on parle de mandat international, donc d'Interpol. On parle de négociations avec certains États pour pouvoir les arrêter et les déporter. C'est à ce niveau-là. Et les personnes, elles sont en costard-cravate dans l'une des plus grandes capitales du monde, dans les mêmes locaux que le ministre d'État, en termes de faire du lobbying. Ça a déjà moussé. Et à la base, personne, à mon sens, personne, il y a 2-3 mois, n'aurait imaginé qu'on les retrouve en costard-cravate en train de faire du lobbying, en train de distribuer des cartes, en train d'être reçus par, même si c'est en offre par telle ou telle personne, pour ne serait-ce que avoir leur oreille. C'est le simple fait que l'on puisse avoir des diplomates étrangers, qu'ils soient américains, qu'ils soient européens, qu'ils soient d'autres pays, Amérique latine et ainsi de suite, et que cette personne-là s'arrête devant des jeunes qui, à la base, sont sur TikTok et leur prêtent l'oreille pour dire « Ok, d'accord, on vous laisse quelques minutes, dites-nous de quoi vous parlez. » Et qu'ils puissent exposer leur thèse, mais c'est déjà grand-chose. Je te ferai remarquer que
il n'est même pas sûr que au Togo actuellement, il y ait des journalistes peut-être qui aient l'oreille de ceux dont ils ont pu avoir l'oreille lors de cette cérémonie. Tu vois? Donc, voilà quoi. Ça, pour moi, ça mousse déjà. On ne les attendait pas là-bas. Alors, avant la crise, avant le 6 juin, la diplomatie togolaise avait déjà le vent en poupe dans la sous-région. Et bien évidemment aussi, Robert Dussé avait fait quand même une belle prestation dans les couloirs des diplomaties occidentales. Est-ce que les activistes vont parvenir à spolier un peu l'image du Togo? Alors, ce n'est pas en fait les activistes qui spolient l'image du Togo. C'est le Togo, en commentant un certain nombre d'erreurs, qui a spolié lui-même sa propre image. Mais ils en commentaient depuis, mais il ne se passait rien. Ce qui s'est passé le 6 juin, comparé à ce qui s'est passé en 2017, c'est le jour et la nuit. Alors, mettons, ce qui s'est passé le 6 juin n'était pas attendu. Parce qu'avant le 6 juin, on a vendu la dynamique de la Ve République comme étant une dynamique de paix acceptée de tous. Lorsque les gens se sont levés pour dire nous ne voulons pas telle constitution, ainsi de suite, il leur a été rétorqué que c'était à leur avantage, que c'est parlementaire, et donc qu'ils seront représentés. Et donc, le 6 juin vient à contre-courant de la propagande gouvernementale. Et de façon inattendue, ben, oui, c'est vrai que en termes de mobilisation, ça n'a pas été la même importance que 2017. Mais la différence qu'il y a avec 2017, c'est que ils ont les images, ils ont les rapports, ils ont les déclarations des autorités. Et le pire dans tout ça, c'est que ils ont même, si vous voulez, la possibilité de prendre un certain nombre de déclarations où des autorités se sont compromises en avouant parfois à demi-mot des choses qui, de façon légale, dans un État démocratique, ne devraient pas exister. Donc, ils ont tous ces éléments. Et malheureusement, ces éléments-là, c'est la force répressive gouvernementale qui les a fournis. Quand, par exemple, vous dites aux gens de marcher pacifiquement, la marche pacifique, c'est ce que je rappelle encore, la marche pacifique, si elle avait été encadrée, il n'y a pas de souci. Comme tu l'as dit, tu précises bien, tu dis la mobilisation, ce qui s'est passé en 2017 n'est pas ce qui s'est passé cette année. Donc la mobilisation était totalement différente, elle ne vaut pas celle qui s'est passée en 2017. Si la manifestation était encadrée, ce qu'il est tout à fait possible de faire au Togo parce que ça a déjà été fait, si elle avait été encadrée, il n'y a aucun problème. On n'en parle plus. Mais justement parce que cette mobilisation-là a été réprimée, on a fourni aux détracteurs de quoi défendre leur théorie. Et maintenant, ce sont ces pièces à conviction que eux, ils prennent et qui vont vendre à l'international pour montrer que les projections que vous avez proposées, et c'est important parce que ce sont des projections que vous avez proposées qui sont censées enrichir votre carnet diplomatique, qui sont censées vous permettre d'avoir des financements, qui sont censés vous permettre de défendre des projets, et ainsi de suite. Eux, maintenant, ils apportent les preuves qui font que, en réalité, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Par exemple, je donne un exemple. Monsieur Doucet, sur la tribune de l'ONU, commence son intervention en disant « Le Togo, tout va bien ». Des personnes en off apportent les preuves qu'il y a de cela quelques mois, donc quelques semaines, il y a eu tout un nombre de répressions, il y a eu des personnes arrêtées, il y a de cela quelques semaines, une ex-ministre qui a été emmenée, et ils ont les preuves, c'est-à-dire les faits qui contredisent ce que vous dites. Donc, du coup, d'une certaine manière, vous êtes décrédibilisé. Vous pensez? Mais bien sûr. Parce que les faits sont là. Et le problème, c'est que des associations ont été saisies.
Ça sous-entend que quoi? Ça sous-entend que les personnes, le M66, même si ils sont qualifiés de jeunes, même si on a pu leur prêter, les condamner par le manque d'expertise, la façon triviale de faire un certain nombre de choses, il y a un soubassement organisé qui soutient et qui les motive dans la démarche, qui encadre. Et ce soubassement-là, ben, il est stratégique et il est tactique. Parce que ne se lève pas qui veut mettre un costard qui veut pour se retrouver dans les couloirs de l'ONU en train maintenant de faire du lobbyisme auprès de grandes diplomaties pour attaquer un gouvernement. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas du tout rien. Donc oui, pour moi, c'est déjà problématique, mais c'est problématique avec des pièces à conviction fournies par le manque de sagesse, le manque de tact du gouvernement qui en même temps, de façon, comment dirais-je, automatique, a montré que ce qu'il énonçait comme pratique censée apaiser le climat social ne marche pas. Alors, si ça marche, si le Togo va bien, vous n'avez pas les gens dans les rues. Effectivement. Alors, vous ne bloquez pas l'Internet. On bloque, on débloque, on n'informe personne. Alors, Russe, en lançant un mandat d'arrêt international contre ces activistes, le gouvernement togolais a opté pour la fermeté et la dureté et a rompu toute possibilité de dialogue. N'est-ce pas une manière de prouver que le pouvoir ne négocie pas? Un pouvoir, c'est la fermeté. C'est une question difficile. Alors, ce qui est sûr, c'est que dès lors que je suis partagé entre... alors, ils ont lancé le mandat d'arrêt, mais j'ai l'impression que lorsqu'ils ont lancé le mandat d'arrêt, ils n'ont pas pris conscience qu'ils ont radicalisé les positions. Parce que lorsque vous lancez le mandat d'arrêt, vous précisez aux personnes qui vous contextent que d'une certaine manière, elles sont bannies parce qu'elles ne peuvent plus rentrer au pays. Donc, le seul chemin qui leur reste, c'est avancer. Le seul chemin qui leur reste, c'est la lutte. Vous leur avez coupé toute possibilité de négociation, toute possibilité de repli. Actuellement, ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui sont condamnés à aller jusqu'au bout. Et ils le montrent. Et le disent. Ils peuvent aussi abdiquer et revenir au Togo, absolument pas. Se livrer à la justice. Pour une simple raison. Et ils n'ont pas confiance en la justice. Ouais. Ils n'auront pas le procès de, je sais pas moi, d'un J.J. Rawlings qui a essayé d'un moment de renverser le gouvernement ghanéen et qui a été adoubé par la population. Ainsi, ils n'auront pas ça. Donc le problème, c'est que pour qu'ils puissent rentrer, il faut encore qu'ils aient confiance aux institutions de la République, en la justice. Il faut qu'ils aient confiance en se disant, ok, d'accord, lorsque je vais aller au palais de justice, que je vais présenter les faits, que je vais montrer exactement que ce que je défends, en réalité, est partagé par un bon nombre de populations, ainsi de suite, on va m'écouter. Là, ils l'auraient fait, mais là, ils sont persuadés qu'ils ne l'auront pas, donc ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Oui. Alors, je retourne légèrement en arrière. On dit souvent que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Est-ce que vous pensez que les chancelleries internationales vont abandonner leurs intérêts vis-à-vis du Togo et adouber des jeunes qui n'ont rien à leur offrir, à part des dénonciations? Le souci, c'est que effectivement les intérêts priment. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que pour qu'un pays soit rentable, il faut qu'il soit stable. Et pour qu'il soit stable, il faut que la population s'y retrouve, soit épanouie. Si elle n'est pas épanouie, la population, même si c'est par laxisme, elle sabote. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que les détracteurs de ce qui se passe apportent, c'est le fait de dire, oui, on vous vend une stabilité en apparence, mais en réalité, le tissu social n'est pas paisible. Or, les investisseurs, quand ils arrivent, ils ont besoin d'un tissu social paisible.
Si par exemple, demain, vous allez négocier avec des Chinois, d'accord, vous allez leur garantir que non, qu'ils vont exploiter, je sais pas moi, tel minerai ou tel type de main-d'œuvre, ainsi de suite. Le Chinois, il arrive, il instaure son, comment dirais-je, son entreprise. Oui, il aura peut-être des gens parce que les personnes sont dans le besoin, il va engager des gens. Mais de façon récurrente, il verra les gens revendiquer, s'offusquer et se dresser. Et d'ailleurs, ce cas-là, on l'a eu par exemple avec des sociétés comme une célèbre société qui est dans les cosmétiques, où de façon récurrente, les employés de cette société se sont levés. Il y a même eu une année où la société a été brûlée. Ça veut dire que même si vous avez dit à ces investisseurs asiatiques qui peuvent investir dans le pays que c'est calme, parce que vous misez sur l'appareil sécuritaire du pays. En réalité, il n'y a pas de stabilité parce que le tissu social n'est absolument pas calme. Et donc, de façon récurrente, vous avez des personnes qui s'énervent, vous avez des révoltes, vous avez des personnes qui contestent, tout simplement parce qu'elles estiment que dans les contrats que vous proposez, dans les salaires que vous proposez, dans les conditions de travail que vous proposez, elles sont abusées et elles sont d'autant plus offusquées qu'elles estiment que leur gouvernement ne les défend pas, ne défend pas leurs droits. Donc là, vous prenez le cas dernièrement de, comment ça s'appelle, du cas des syndicats des banques. Ce n'est pas la marque d'un pays où tout va bien. L'investisseur, il regarde ça. Si lui, demain, il doit investir dans le pays et qu'au sein des banques, il va avoir des grèves, que des financements, des transactions vont être bloquées peut-être sur 2, 3, 4 jours, une semaine et ainsi de suite, lui, ça ne le rassure pas. Donc, il ne suffit pas juste de miser sur l'appareil sécuritaire d'État, sur plus ou moins le système répressif et de dire que tout va bien parce que lorsqu'on on descend de l'avion à Lomé, tout a l'air calme. Non, il faut que dans le ressentir des populations, les gens participent à la stabilité que vous vendez aux autres. Donc, est-ce que les populations, elles, dans leur fort intérieur, comment dirais-je, se définissent comme étant dans un pays calme et stable? Je n'ai pas la sensation. Si le pays est calme et stable, vous n'avez pas de jeunes sur TikTok. C'est mathématique. C'est assez simple. Si le pays est calme et stable, des jeunes ne s'exilent pas, des jeunes ne contestent pas. Et quand ils contestent, ceux qui sont sortis dans la rue ne sont pas des enfants. L'intervention d'un ancien ministre de la République ne peut pas être pris à la légère et être mis sur le dos de jeunes qui font TikTok. Donc, s'il y a eu toutes ces tribulations sur 2, 3, 4 mois, ça veut dire que non, que ce que vous allez exposer à tous les investisseurs et ainsi de suite, ils feront attention. Ils ont eux-mêmes des enquêteurs, ils ont eux-mêmes des branches de leur diplomatie qui vont aller enquêter, qui diront... Mais vous expliquez comment le silence de toutes ces chancelleries-là depuis le début de la crise, on les voit sourire largement à Robert Dussé lorsqu'il les rencontre. Aucune chancellerie, aucune diplomatie n'a rompu ces liens. Non, ça c'est normal. C'est un peu trop tôt, mais on ne sent pas vraiment une forme de constipation dans la relation avec ça c'est normal. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire, il n'appartient pas aux chancelleries de lutter pour les Togolais. Il n'y a aucun pays qui viendra lutter pour les Togolais. Les Togolais sont condamnés à lutter eux-mêmes pour les projections, pour les rêves qui sont les leurs. Alors, en quoi sont-elles leur atout? Maintenant, là où se situe ce que tu as dit, la subtilité, c'est que quand, par exemple, l'investisseur, il vient, parce que les pays sont concurrents. Et tu vois, les ports, ils sont concurrents. Tu vois les routes, les infrastructures, ils sont concurrents. On va voir l'état des services, l'état de la population active, et ainsi de suite. Le Togo est attractif. Nous avons une fiscalité plutôt souple. Hein. C'est ce qu'ils vendent, en tout cas. C'est ce qui va être vendu, mais après, l'investisseur, quand il arrive, il observe la stabilité du Bénin, il voit, oui, qu'on fait les Béninois sur 10-15 ans.
Après, il regarde le Togo. Qu'a fait le Togo sur 10-15 ans? Après, il va au Ghana, il regarde qu'a fait le Ghana sur 10-15 ans, la Côte d'Ivoire. Et après, il choisit. C'est d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nos États africains, très souvent, ils sont faibles quand ils rencontrent des puissances ou des multinationales. Parce que comme au sortir disons, avant l'indépendance, on a balkanisé, donc on n'a pas fait de fédération, on n'a pas fait d'union. Et après, les États ont compris, c'est là ils ont fait les grands blocs comme la CEDEAO, ainsi de suite, la CEMAC et ainsi de suite. Parce que fondamentalement, l'investisseur, quand il arrive, ben, il a une opportunité de proposition, il a une multitude plutôt de propositions, et il choisit. Donc, par exemple, je vais donner un exemple banal. Prenons le cas de l'AES, d'accord? Le Togo est en pole position en proposant son port, en mettant à disposition son port. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Le Maroc propose son port. Le Maroc propose de désenclaver les pays de l'AES. Donc, de fait, le Maroc devient un concurrent direct. Il se pose en concurrent par rapport aux possibilités de Lomé. La Côte d'Ivoire, elle aussi veut désenclaver le Mali, c'est de l'argent. Le Bénin, jusqu'à présent, essaye de recoller les morceaux avec le Niger. Peut-être que cela se fera quand M. Talon partira, donc peut-être qu'on va adoucir. Mais le Bénin, il a bien envie de reprendre ses transactions avec le Niger. Donc, c'est la même chose. Et donc, l'AES va se retrouver avec une multitude de choix. Parce que c'est le business. C'est le business. Est-ce que je passe par Cotonou, est-ce que je passe par Lomé, Accra, Abidjan, ou bien est-ce que je passe par le Maroc? Pour terminer avec ce point, est-ce que le M66 est en train de détruire un peu, de saboter un peu l'engagement économique, l'engagement diplomatique? Je t'ai posé la question, mais est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que c'est à dessein qu'ils sont en train de dégrader un peu notre image? C'est à dessein, c'est-à-dire en fait, tous perdants. Oui, alors c'est que toi tu le vois sur un point de vue économique. Eux, dans leur dynamique, lorsqu'on observe leurs propos, ils sont sur un point de vue politique. Ce que eux ils disent, ils ne disent pas le Togo n'a pas la capacité. Ce qu'ils disent, c'est que le Togo a la capacité, mais pas avec ce type de leadership. Donc, il faut changer le leadership. Alors que, effectivement, ceux qui sont au leadership peuvent, comment dirais-je, faire une communication en disant « Nous sommes le leadership, nous avons fait un certain nombre de travaux et voilà, ces jeunes sont en train de saper les avancées que nous avons faites. Donc, si nous sommes en retard demain, prenez conscience que ce sont ces jeunes qui ont sapé nos avancées. Alors que les jeunes disent « Non, il n'y a pas d'avancée conséquente. Donc, comme il n'y a pas d'avancée conséquente, vous n'avez pas un bon leadership, il faut changer le leadership. » C'est ce qu'eux, ils disent. Parfait. Alors, essayons d'évoluer. Le cas des blogueurs est si important pour le Togo que dans les couloirs, se murmure que le Togo a envie de marchander leur extraction avec l'ouverture, la levée de la suspension des médias RFI et France 24. Alors, nous avons tendu nos oreilles et je pense que l'information tente de se préciser. Vous savez que RFI et France 24 ont été suspendus du Togo depuis le 16 juin 2025 pour 3 mois. Le 16 septembre dernier, cette suspension devait être levée, mais ce n'est pas le cas. Dans le couloir, c'est ce qui se murmure. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut marchander? Est-ce qu'on peut... C'est difficile à dire parce que là, on est dans les présomptions. Et au Togo, on est très secret, notamment quand il s'agit de ce genre d'informations. Et on n'a aucune confirmation. On est presque sûr. Dans tous les cas, c'est ce qui est dit. Selon nos investigations, c'est ce qui est vendu. Est-ce que c'est vrai? Selon nos investigations, mais rien ne justifie le fait qu'on ne remette pas. Bien sûr qu'ils ont dit qu'ils n'ont plus vraiment l'autorisation de fonctionner au Togo depuis 2022. Mais... Moi, j'ai lu une histoire de convention. Oui. Toujours est-il que, pour moi, je relève 2 choses. Oui. La première des choses, c'est que les médias incriminés sont les mêmes médias vers lesquels nos autorités courent lorsqu'il faut faire de la communication. Ça n'a pas de sens. Vous-même, vous censurez un média sur votre territoire et demain, on vous trouve dans le pays qui supporte ces médias pour aller faire de la communication sur des médias partenaires. Ça n'a
pas de sens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si France 24 et RFI sont censurés, c'est parce qu'en réalité, nationalement, elles ont une portée. Si c'était des médias qui n'avaient pas de portée, ils ne seraient pas censurés. Ce sont les médias sur lesquels s'appuient la plupart de nos propres médias pour diffuser de l'information. Donc ça pose la question de savoir quel est l'état de nos médias nationaux. Quelle est comment dirais-je, la liberté qu'ont nos propres médias. Parce que si vous censurez des médias comme RFI et France 24, parce que vous reconnaissez leur portée, vous reconnaissez leur influence sur les populations, et que parce que vous connaissez ces deux points-là, vous-même vous cherchez ces propres médias pour faire votre propre communication, ça veut dire qu'en réalité, à aucun moment, vous n'avez au sein de votre territoire réellement investi pour qu'il y ait des médias libres, indépendants, avec des journalistes, des hommes de presse qui puissent s'exprimer et analyser la situation de façon libre et critique sur le territoire. Ça, c'est pas nouveau maintenant. Est-ce que RFI et France 24, je ne sais pas à quel niveau l'État français peut essayer de se servir de cela comme moyen d'échange? Est-ce que c'est aussi important pour les... Spéculons. Est-ce que c'est aussi important pour des médias français, pour l'État français, d'envoyer des Togolais au Togo pour confronter la justice en lieu et place d'avoir l'ouverture de la levée de la suspension de leurs médias? Ils ne le feront jamais. Pour la simple raison que c'est des États, quoi qu'on en dise, qui sont dits démocratiques. Et donc, ils ont la liberté de presse. Même si, de façon subliminale, ils ont une ligne directrice, ils ont une ligne de propagande et ainsi de suite, déontologiquement, ils sont libres. C'est-à-dire, sur les principes, ils sont libres. Donc, vous ne contraindrez pas ces médias à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que qu'il y ait ce souci avec la France reste un partenaire incontournable du Togo. Donc, la pression faite a ses limites. Parce que ce reste des médias plus ou moins d'État. Donc la pression, mettons que on va être dans les volontés, mais on ne peut pas être dans l'imposition. Et puis le troisième point, c'est que ces médias, en réalité, on peut les écouter en ligne. Ce qu'ils ont censuré, c'est la diffusion sur le câble, sur les fréquences et ainsi de suite. Oui. Mais en réalité, le média est accessible en ligne. Tout le monde continue d'écouter. Donc, voilà. Et donc, sur disons, on va dire, un certain nombre d'émissions, de grandes émissions de ces chaînes, des Togolais appellent encore du pays pour intervenir sur le même média. Donc, à un moment, on est un peu dans, si vous voulez, dans l'esbrouf, en fait. Parce que, bon, je ne vois pas en quoi on peut faire pression sur l'État français pour avoir... Non, je ne vois pas. D'autant plus que cet État, s'il advient qui se rend coupable de l'extradition d'un certain nombre d'activistes, de contestataires, sans apporter des preuves lourdes au niveau de sa justice, sera attaqué par les propres ressortissants du pays. Donc, alors, en tout cas, on sait aujourd'hui qu'il y a un bras de fer entre les activistes, le M66 et le gouvernement togolais. Alors, on va terminer avec cette question. Quel dénouement trouvez-vous à ce bras de fer? Le dénouement, ça va être... Alors, le dénouement, il est compliqué. Hein. C'est une question qui revient souvent. Il est compliqué pour la simple raison que sur 15-20 ans, ce sont les mêmes personnes qui sont aux affaires. On va dire que d'une certaine manière, il y a un genre de fidélité quant aux personnes qui sont nommées, aux personnes qui dirigent les choses au sein du gouvernement. On a des ministres qui ont fait 10 ans, des ministres qui ont fait 15 ans. On a un président du Conseil qui en fait quelque part un président de la République qui a fait 20 ans. Et donc c'est très compliqué de dire aux gens qui ont vu une démarche sur 20 ans que les prochaines années, la démarche qui a été celle de 20 ans va changer. C'est ça le souci. Et donc en termes de dénouement, si... vous aimez dire souvent que ce sont des gens qui ont le temps.
Effectivement. l'argent Effectivement, et bah oui. autre chose encore. Effectivement, et donc, alors justement, donc tu as remarqué même d'ailleurs que comme ils ont le temps, ils ont l'argent, ils ont l'appareil sécuritaire et ainsi de suite, tu vas remarquer que leurs adversaires se sont adaptés. Je vais te donner un exemple. Ça aurait été en 2017. En 2017, on avait des propositions et des injonctions. Voilà, sortez, marchez. Nous avons notre groupe d'opposition, nous avons fait les visites en prison, nous avons marché avec les populations. On a eu même, je me rappelle à l'époque, quelque chose qui ressemblait un peu à ce qu'on a eu pour la révolution des œillets, où on avait des opposants qui donnaient des fleurs et ainsi de suite. On est parti voir les gens en prison. Donc on a fait un travail de terrain. C'est ce qui s'était passé en 2017. Lorsque vous prenez cette année, vous allez remarquer que ce qui se passe, c'est que on est dans le corps à corps. On est dans le harcèlement et le corps à corps. Si vous remarquez depuis le mois de juin, je dirais même bien avant le mois de juin, de façon régulière, de façon organisée, c'est l'appareil d'État qui est décrypté strate par strate, strate par strate, strate par strate. Ces jeunes, ils sont... Et d'ailleurs, c'est ça toute l'ironie de la chose. C'est que ces jeunes, à la base, sont des blogueurs. Sont des TikTokers. Et donc, faire de façon quotidienne et régulière, ils connaissent. Ils ne commencent pas à apprendre. Ah non, ils ne commencent pas par apprendre. Ils étaient déjà sur TikTok avant de s'engager en politique. Oui, je parle de politique. Et, oui, et donc la stratégie qui était la leur avant, d'être de façon régulière sur des problèmes sociétaux, de showbiz et ainsi de suite, ils l'appliquent à la politique. Donc, de façon régulière, de façon constante, ils sont au contact. C'est-à-dire que la moindre scandale, la moindre incartade, la moindre information qu'il y a sur le territoire, ainsi de suite, ils vont la relayer, ils vont la commenter, ils vont la diffuser et ils ont une plateforme mondiale pour ça. Alors, donc, ça veut dire que lorsque la différence qu'il y a entre 2017 et avant, c'est qu'en 2017, vous avez eu les gens qui sont sortis, ainsi de suite, mais ok, d'accord. On n'a pas la présence d'Internet, la présence d'un contact régulier. Actuellement, les gens ne sont pas sortis. Mais de façon régulière et systématique, quotidienne, les personnes sont au contact de cette jeunesse-là, qui va donner des informations, qui va décrypter les choses d'État, qui va essayer de titiller la critique des gens en leur posant de façon systématique la question « Est-ce que ce qui se passe est normal ?» Donc vous allez voir des gens, et c'est compliqué de les attaquer d'ailleurs, donc vous allez voir des gens, même s'ils ne sont pas du M66, même s'ils ne sont pas politisés, même s'ils ne sont pas dans les syndicats, ainsi de suite, ils vont par exemple montrer... moi j'ai vu une vidéo où un monsieur est parti montrer l'eau que boivent des populations dans le nord Togo. Mais il n'a pas besoin de faire de propagande politique. Pour la voir. Il a tout simplement besoin de montrer la jeune fille en disant, mais est-ce que c'est l'eau qui buvait? Et après de poser la question, est-ce que c'est normal? Alors, et ça touche tous les Togolais. Alors, peut-être une dernière question pour clore l'émission, le temps étant contre nous. Est-ce que c'est ce qui manquait à l'opposition togolaise, aller convaincre les chancelleries occidentales et régionales, et aussi avoir une constance dans leur prise de position? Pour moi, ce qui a manqué à l'opposition... Alors, je pense que le jeu de lobbying, ainsi de suite, l'opposition togolaise l'a fait. Sinon, on n'a pas les fameux accords d'Accra et de Guinée, ce qui s'est passé en 2017. C'était sous-régional. Non, c'était sous-régional, mais ça reste de la diplomatie. Au niveau on ne les voyait pas vraiment à l'œuvre, aller rencontrer tel, avoir tel... Non, je pense que ça existait parce que je me rappelle que le Togo, dans les années 90, a été frappé de sanctions. Et qu'il a fallu tout reconstruire. Donc c'est parce qu'il y a... Donc c'est parce que quelque part, oui, c'est parce que un certain nombre d'opposants ont été compris, ont été écoutés, ainsi de suite. Il y a eu des organisations internationales et tout ça. Cependant, le problème avec le politique et généralement la politique africaine, c'est que on veut faire de la politique, comment dirais-je, un genre de carrière. C'est-à-dire, je ne sais pas, il y a comment si vous voulez, une idée officieuse, une conception officieuse qui veut que cela soit justifié, que le politique soit malhonnête.
que cela soit justifié, que le politique soit dans une forme de compromis, une forme d'alliance, une forme de marchandage et ainsi de suite. Et donc, au fil des années, ça a discrédité les politiques. Et c'est parce que les politiques ont été discrédités qu'à un moment, ceux qui avaient le pouvoir ont pu revenir à la surface. Si ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque avaient gardé en consistance, on n'en serait pas là. Maintenant, le second phénomène, c'est que l'opposition togolaise, à mon sens, n'a jamais pensé à sa transition. Et ça vous en parle beaucoup. Très souvent. Et justement, ces jeunes-là, qui, d'une certaine manière, sont orphelins dans la démarche, et ça se voit d'ailleurs dans les naïvetés qu'ils ont pu connaître, les petites frictions qu'ils ont pu connaître. Et d'ailleurs, c'est là toute la différence. C'est que eux, ces jeunes-là, ils reconnaissent leur manque de connaissances. Ils reconnaissent, ils ne le cachent pas. Ils le disent bien. Nous, on n'est pas politique. Sauf que les politiques n'ont pas eu le temps de... Eux, ils ont le courage, lorsqu'ils ont même des clashs, de faire des plateformes pour résoudre le problème qu'il y a entre eux. Et d'en parler devant tout le monde. Donc vous avez toute une population d'internautes qui intervient en disant non mais ok, toi tu n'as pas... Donc on a tout alors. C'est une naïveté qui a une atout. On va revenir sur ce sujet-là essentiellement pour parler des systèmes de politique dans nos pays et essentiellement au Togo, avec plaisir si tu es d'accord. D'accord, avec plaisir. Alors, merci. Merci, c'est un plaisir.